savez, ce qui me brise le cœur quand je reçois des femmes dans mon cabinet, ce sont ces regards éteints, ces voix qui tremblent quand elles me confient qu'elles ont l'impression d'avoir tout perdu, que leur pouvoir de séduction s'est évaporé avec les années, que leur capacité à faire vibrer un homme s'est dissoute quelque part entre les responsabilités quotidiennes et le passage du temps. Elles me disent: Boris, je ne sais plus comment le toucher, comment le faire frémir, comment provoquer en lui cette jouissance si profonde, qu'elle le transforme, qu'elle le fait pleurer de gratitude et d'abandon. Et vous savez quoi? Cette peur, cette angoisse, elle est légitime parce que nous vivons dans une société qui nous fait croire que la sensualité a une date de péremption, que le désir s'éteint après 50 ans, que notre capacité à donner du plaisir diminue avec chaque ride qui se dessine sur notre visage. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, avec toute la force de mes années de recherche en neuropsychiatrie, avec toute l'expérience accumulée auprès de milliers de couples, c'est précisément le contraire qui est vrai. Imaginez cette scène que j'ai observée tant de fois dans ma pratique clinique. Une femme de 55 ans, appelons-la Marie, assise en face de moi, les mains crispées sur son sac à main, me raconte comment son mari semble distant, comment leurs moments intimes sont devenus mécaniques, prévisibles, comment elle sent qu'il pourrait regarder ailleurs, vers des femmes plus jeunes, vers une nouveauté qu'elle pense ne plus pouvoir offrir. Elle me dit qu'elle a essayé les lingeries coûteuses, les parfums sophistiqués, qu'elle a même consulté des magazines féminins qui promettent des techniques révolutionnaires, mais rien n'a vraiment changé. Et pendant qu'elle parle, je vois dans ses yeux cette terreur sourde, cette peur viscérale de devenir invisible, de perdre définitivement cette connexion intime qui fait qu'un couple reste vivant. C'est une situation tellement courante que j'en ai fait un axe majeur de mes recherches sur la résilience affective et la vitalité relationnelle. Après 45 ans, maintenant, écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire va peut-être vous faire peur, mais c'est nécessaire que vous l'entendiez. Si vous continuez à penser que votre pouvoir érotique diminue avec l'âge, si vous persistez à croire que vous ne pouvez plus provoquer chez un homme cette intensité de plaisir qui le fait littéralement pleurer, si vous restez prisonnière de cette fausse croyance que la jeunesse est la seule monnaie d'échange dans l'intimité, alors oui, vous risquez de perdre votre homme, non pas parce que vous n'êtes plus désirable, mais parce que votre propre conviction d'être moins désirable va créer une distance, une froideur, une hésitation dans vos gestes qui va effectivement éteindre le désir. C'est ce que j'appelle la prophétie autoréalisatrice dans le domaine de l'intimité. Votre cerveau, cet organe extraordinaire que j'étudie depuis des décennies, va envoyer des signaux de retrait, votre corps va se crisper, votre toucher va devenir incertain, et lui, son cerveau masculin si sensible aux signaux non verbaux, va interpréter cela comme un manque d'intérêt, comme une fermeture, et c'est là que commence le véritable danger. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, permettez-moi une petite parenthèse complice. Si vous êtes encore avec moi à ce moment précis de cette conversation, c'est que vous êtes une femme intelligente, courageuse, qui refuse de se laisser dicter sa vie amoureuse par les dictats d'une société qui ne comprend rien à la vraie sensualité. Alors faites-moi une faveur, abonnez-vous à cette chaîne maintenant, parce que ce que je vais partager avec vous dans les heures qui viennent va littéralement transformer votre vie intime. Je ne parle pas de petits ajustements cosmétiques, je parle d'une révolution dans votre façon de comprendre le plaisir masculin, dans votre capacité à créer des expériences si intenses qu'elles gravent votre présence dans son système nerveux pour toujours. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, activez la cloche, parce que vous méritez d'avoir accès à cette connaissance que j'ai mis des décennies à comprendre et à systématiser. Revenons à notre propos et laissez-moi vous expliquer pourquoi la situation est encore plus urgente que vous ne le pensez. Quand un homme ne reçoit pas cette intensité de plaisir, quand il n'expérimente pas ces moments de jouissance si profonde qu'il touche son âme autant que son corps, il ne reste pas simplement insatisfait, non. Son cerveau commence activement à chercher ailleurs. Ce n'est pas une question de moralité, c'est de la pure neurobiologie. Le système de récompense dans son cerveau, ce circuit dopaminergique que nous connaissons si bien maintenant grâce aux neurosciences, ce système a besoin d'être nourri. Si vous ne le nourrissez pas avec des expériences intimes mémorables, quelqu'un d'autre le fera. Et ce quelqu'un d'autre n'aura même pas besoin d'être plus belle que vous, plus jeune que vous, plus
quoi que ce soit. Elle aura juste besoin de comprendre ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Elle aura juste besoin de savoir comment toucher son cerveau autant que son corps, comment créer cette alchimie entre le physique et l'émotionnel qui transforme un simple orgasme en une expérience transcendante. Et vous savez ce qui est encore plus terrifiant dans tout ça, c'est que le temps joue contre vous si vous ne prenez pas action maintenant. Chaque jour qui passe sans cette connexion profonde est un jour où il s'habitue à l'absence d'intensité, un jour où son cerveau recalibre ses attentes à la baisse, un jour où la distance émotionnelle se creuse un peu plus. J'ai vu tellement de femmes dans mon cabinet qui me disent Boris, si seulement j'avais su ça il y a 6 mois, il y a un an, avant qu'il ne commence à regarder son téléphone pendant des heures, avant qu'il ne commence à rentrer tard du travail, avant qu'il ne commence à avoir ce regard vague quand je lui parle. Parce que voyez-vous, quand un homme commence à se détacher émotionnellement, c'est souvent parce qu'il a déjà commencé à se détacher physiquement, et ce détachement physique commence toujours par une insatisfaction dans l'intimité qu'il n'ose pas exprimer. Mais attendez, parce que je ne vous ai pas encore dit le pire. Le pire, ce n'est pas juste qui pourrait vous quitter. Le pire, c'est qu'il pourrait construire avec une autre femme exactement la vie que vous rêviez d'avoir avec lui. Cette complicité, cette passion, ces regards complices, ces moments où deux corps se comprennent sans mots, tout ça, il va le vivre, mais pas avec vous. Il va découvrir avec elle ce qu'il aurait pu découvrir avec vous si seulement vous aviez eu les bonnes clés. Et vous, vous allez rester là avec vos regrets, avec ce sentiment amer de savoir que vous aviez tout le potentiel pour le rendre fou de désir, pour créer cette intimité si profonde qu'elle rend toutes les autres femmes insignifiantes à ses yeux, mais vous n'aviez pas le mode d'emploi. Vous n'aviez pas compris que faire jouir un homme au point qu'il en pleure n'est pas une question technique acrobatique ou de performance digne d'un film pornographique. Non, c'est une question de compréhension profonde de sa psychologie, de son système nerveux, de ses besoins physiques. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sylvie, une de mes patientes qui illustre parfaitement ce dont je parle. Sylvie avait 52 ans quand elle est venue me voir, dévastée parce que son mari, de 28 ans de mariage, venait de lui annoncer qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Pas une jeune femme, non, une femme de son âge, mais une femme qui, selon ses propres mots, le comprenait d'une façon qu'il n'avait jamais connue. Sylvie était effondrée, elle me répétait qu'elle avait tout fait pour lui, qu'elle avait été une épouse dévouée, une mère exemplaire, qu'elle s'était occupée de la maison, des enfants, de sa carrière à lui. Et c'était vrai, elle avait fait tout ça, mais ce qu'elle n'avait pas fait, ce qu'elle n'avait jamais appris à faire, c'était de créer cet espace d'intimité où il pouvait être complètement vulnérable, complètement abandonné, où il pouvait jouir non pas juste physiquement, mais émotionnellement, psychologiquement, spirituellement même. L'autre femme, elle, avait compris ça instinctivement, ou peut-être qu'elle l'avait appris. Peu importe, elle offrait à cet homme quelque chose que Sylvie, malgré toutes ses qualités, n'avait jamais su offrir. Et vous savez ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que quand j'ai travaillé avec Sylvie pendant quelques mois, quand je lui ai enseigné ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, elle est devenue une femme complètement différente. Elle a compris les mécanismes du désir masculin, elle a appris à toucher non pas juste le corps, mais l'âme. Elle a découvert comment créer ces moments d'intimité si intenses qu'ils créent une dépendance émotionnelle positive. Mais c'était trop tard pour son mariage. Son mari était déjà parti, déjà engagé dans une nouvelle relation, déjà en train de construire cette vie avec quelqu'un d'autre. Sylvie a utilisé ses nouvelles compétences avec un nouvel homme qu'elle a rencontré un an plus tard. Et croyez-moi, cette fois-ci, elle a créé une relation d'une intensité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Mais elle porte encore en elle ce regret de ne pas avoir su avant, de ne pas avoir pu sauver ces 28 ans de vie commune qui se sont terminés, non pas dans le drame, mais dans l'indifférence, ce qui est encore pire. Vous avez devant vous deux chemins possibles. Le premier chemin, c'est de continuer comme vous faites maintenant, en espérant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, en vous disant que l'amour devrait suffire, que si votre homme vous aime vraiment, il devrait être satisfait de ce que vous lui donnez. C'est un chemin confortable dans l'immédiat, parce qu'il ne demande pas d'effort, pas de remise en question, pas d'apprentissage, mais c'est aussi le chemin qui mène à ce que j'ai décrit, cette lente dérive, cette distance qui s'installe, ce regard qui s'éteint, et finalement cette séparation, ou pire encore, cette cohabitation morte où deux personnes partagent un toit mais plus rien d'autre.
Le deuxième chemin, c'est celui que je vous propose aujourd'hui, c'est le chemin de la connaissance, de la maîtrise, de la puissance féminine dans toute sa splendeur. C'est le chemin où vous apprenez exactement comment fonctionne le cerveau masculin dans l'intimité, quels sont ses points de bascule, comment créer ces cascades neurochimiques qui transforment un simple moment intime en une expérience inoubliable, comment le faire jouir si profondément qu'il en pleure, pas de tristesse mais de gratitude, d'abandon, de connexion totale. Maintenant, laissez-moi être très clair sur quelque chose avant de continuer. Quand je parle de faire jouir un homme au point qu'il en pleure, je ne parle pas de devenir son esclave sexuel, je ne parle pas de vous soumettre à ses désirs en oubliant les vôtres, je ne parle pas de performances qui vous épuisent ou vous dégradent. Au contraire, je parle de prendre votre pouvoir, de comprendre que vous, les femmes de 45 à 60 ans, vous êtes au sommet de votre puissance érotique si vous savez comment l'utiliser. Vous avez l'expérience, vous avez la maturité émotionnelle, vous avez cette capacité de lecture des émotions que les jeunes femmes n'ont pas encore développée. Ce qui vous manque, ce n'est pas le potentiel, c'est juste la compréhension des mécanismes spécifiques qui transforment ce potentiel en réalité concrète. Et c'est exactement ce que je vais vous donner. Maintenant, commençons par comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un homme pendant l'acte intime. Contrairement à ce que beaucoup de femmes pensent, l'orgasme masculin n'est pas juste une affaire de friction mécanique sur ses organes génitaux. C'est infiniment plus complexe et plus intéressant que ça. Le cerveau masculin, pendant l'intimité, traverse plusieurs phases neurologiques distinctes et chacune de ces phases doit être honorée, nourrie, amplifiée pour créer cette expérience transcendante dont je parle. La première phase, c'est la phase d'activation du système sympathique. C'est le moment où son corps se prépare, où la testostérone inonde son système, où son attention se focalise. La plupart des femmes connaissent cette phase. C'est le moment de l'excitation visible. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette phase ne doit pas être précipitée. Le cerveau masculin a besoin de temps pour construire cette activation, pour que tous les circuits neuronaux se mettent en place. Si vous précipitez cette phase, si vous allez trop vite vers la stimulation directe, vous créez un orgasme superficiel, rapide, qui ne laisse aucune trace émotionnelle profonde. La deuxième phase, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, c'est la phase de plateau. C'est cette zone où l'excitation est haute, mais pas encore au point de non-retour. C'est dans cette phase que se joue la différence entre un orgasme ordinaire et une expérience qui le fait pleurer. Dans cette phase, le cortex préfrontal de son cerveau, cette partie responsable du contrôle et de la pensée rationnelle, commence à se désactiver. C'est ce que nous appelons en neurosciences l'hypofrontalité transitoire. Son cerveau entre dans un état modifié de conscience où les barrières habituelles tombent, où il devient capable de ressentir des émotions avec une intensité qu'il ne connaît pas dans sa vie quotidienne. Mais pour que cette hypofrontalité se produise vraiment, pour qu'elle soit profonde, il faut que vous créiez les conditions neurologiques appropriées. Et ces conditions, ce n'est pas juste de la stimulation physique, c'est une combinaison de stimulation physique, de connexion émotionnelle, de sentiment de sécurité absolue et de surprise. Oui, vous avez bien entendu la surprise. Le cerveau masculin, comme tous les cerveaux humains, est câblé pour répondre à la nouveauté, à l'inattendu. Quand vous faites toujours la même chose, de la même façon, au même moment, son cerveau s'habitue, il anticipe, il se met en mode automatique. Et en mode automatique, il n'y a pas d'intensité émotionnelle, il n'y a pas de libération massive de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine, tous ces neurotransmetteurs qui créent le cocktail neurochimique de l'extase. Donc, première technique concrète que je vais vous donner, c'est d'introduire de la variabilité imprévisible dans vos moments intimes. Je ne parle pas de faire des choses compliquées ou inconfortables. Je ne parle pas de petites variations dans le rythme, dans la pression, dans l'ordre des choses, dans les endroits que vous touchez. Son cerveau doit constamment se demander ce qui va venir ensuite. Il doit rester en état d'alerte curieuse plutôt que de glisser dans l'anticipation routinière. Mais attention, et c'est crucial, cette variabilité doit s'inscrire dans un cadre de sécurité émotionnelle absolue. C'est le paradoxe de l'intimité masculine que j'ai mis des années à comprendre dans mes recherches. L'homme a besoin simultanément de surprise et de sécurité. Il a besoin de sentir que vous êtes imprévisible dans vos gestes, mais totalement prévisible dans votre engagement émotionnel envers lui.
C'est cette combinaison qui permet à son cerveau de lâcher prise complètement, de tomber dans cet état de vulnérabilité où la jouissance devient si intense qu'elle provoque des larmes. Les larmes, d'ailleurs, ne sont pas un signe de faiblesse comme notre société patriarcale voudrait nous le faire croire. Les larmes pendant ou après un orgasme intense sont un signe que le système nerveux parasympathique a complètement pris le dessus, que toutes les défenses sont tombées, que la personne a atteint un état de relâchement émotionnel total. C'est extrêmement rare chez les hommes parce que toute leur éducation les a conditionnés à garder le contrôle, à ne jamais montrer cette vulnérabilité. Quand vous réussissez à créer les conditions pour qu'un homme pleure de jouissance, vous ne l'avez pas affaibli, vous lui avez offert un cadeau immense, celui de pouvoir être complètement humain, complètement présent, complètement abandonné. Alors comment créer cette sécurité émotionnelle dont je parle? C'est là que votre maturité de femme de 45 à 60 ans devient votre super pouvoir. Vous avez appris au fil des années à lire les émotions, à créer de l'espace pour l'autre, à être présente sans être envahissante. Utilisez ces compétences dans l'intimité physique, avant même de commencer à le toucher physiquement. Créez une bulle de sécurité émotionnelle autour de vous deux. Comment? Par votre présence, par votre regard, par votre respiration. Regardez-le vraiment, pas avec un regard séducteur calculé, mais avec un regard qui dit « je te vois, je t'accepte, tu es en sécurité avec moi ». Synchronisez votre respiration avec la sienne pendant quelques minutes avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Cette synchronisation respiratoire, c'est un outil puissant que nous utilisons en thérapie pour créer de la co-régulation émotionnelle. Quand deux personnes respirent ensemble, leur système nerveux commence à se synchroniser, créant un état de connexion profonde qui prépare le terrain pour tout ce qui va suivre. Une fois cette base de sécurité établie, vous pouvez commencer à travailler avec les zones érogènes de son corps, mais pas de la façon dont vous le faites probablement maintenant. La plupart des femmes se concentrent immédiatement sur les organes génitaux masculins parce que c'est la zone de réaction visible la plus évidente, mais le corps masculin est une carte complète de zones érogènes que la plupart des hommes eux-mêmes ne connaissent pas parce que personne ne les a jamais explorées. Le cou, juste derrière les oreilles, la nuque, les épaules, le bas du dos, l'intérieur des cuisses, les pieds même, toutes ces zones sont connectées au système nerveux central et peuvent créer des cascades de plaisir qui amplifient l'expérience globale. Mais voici le secret que je veux vous donner. Ne touchez pas ces zones de façon prévisible. Alternez entre des touches très légères, presque imperceptibles, et des touches plus fermes. Alternez entre des mouvements lents et des mouvements rapides. Créez un rythme qui n'est pas un rythme, une mélodie qui garde son cerveau en état d'attention constante. Et pendant que vous faites ça, pendant que vos mains explorent son corps, utilisez votre voix. La voix féminine a un pouvoir extraordinaire sur le cerveau masculin, surtout quand elle est utilisée dans l'intimité. Des études en neurosciences ont montré que le cerveau masculin réagit à la voix féminine en activant des zones liées à la récompense et au plaisir, des zones que la voix masculine n'active pas de la même façon. Mais attention, je ne vous dis pas de parler de façon artificielle ou de réciter des phrases toutes faites qui sonnent faux. Non, je vous dis de verbaliser ce que vous ressentez vraiment, de mettre des mots sur vos sensations, sur votre désir pour lui, sur ce que vous observez dans ses réactions. Dites-lui ce que vous voyez, comment son corps réagit, comment vous aimez le toucher. Cette narration, en temps réel, crée une boucle de rétroaction entre vous deux. Elle amplifie son expérience en y ajoutant une dimension auditive qui renforce les sensations physiques. Maintenant, parlons de la zone génitale elle-même, parce que, évidemment, c'est une partie importante de l'équation, mais probablement pas de la façon dont vous le pensez. La plupart des femmes abordent le pénis masculin comme s'il était un objet uniforme avec une seule façon d'être stimulé. C'est une erreur fondamentale basée sur une méconnaissance de l'anatomie et de la neurologie masculine. Le pénis masculin contient des milliers de terminaisons nerveuses, mais elles ne sont pas distribuées uniformément et elles ne répondent pas toutes au même type de stimulation. Le gland, par exemple, est extrêmement sensible, parfois trop sensible, surtout juste après l'orgasme. Le frein, cette petite bande de tissu sous le gland, est souvent la zone la plus sensible de tout l'organe.
La base du pénis, au contraire, répond mieux à une pression plus ferme. Et il y a toute une zone de tissu érectile qui s'étend à l'intérieur du corps, entre les testicules et l'anus, le périnée, qui est souvent complètement négligé, alors qu'elle peut créer des sensations extraordinaires quand elle est stimulée correctement. Donc, deuxième technique concrète, cartographier son corps. Prenez le temps, lors d'une session dédiée à ça, d'explorer méthodiquement toutes ces zones en lui demandant de vous dire, sur une échelle de 1 à 10, quelle intensité de plaisir il ressent à chaque endroit, avec chaque type de toucher. Faites un jeu, une exploration scientifique si vous voulez, mais faites-le. Cette cartographie va vous donner une connaissance de son corps que même lui n'a probablement pas. Et cette connaissance doit devenir votre pouvoir. Vous saurez exactement où toucher, comment toucher, dans quel ordre, pour créer une symphonie de sensations qui va le transporter dans des états de plaisir qu'il n'a jamais connus. Et croyez-moi, quand un homme découvre avec vous des sensations qu'il ne savait même pas possibles, quand vous lui révélez son propre corps d'une façon nouvelle, il crée un lien avec vous qui est pratiquement indestructible. Vous devenez irremplaçable, pas parce que vous êtes la plus belle ou la plus jeune, mais parce que vous êtes celle qui connaît les secrets de son plaisir mieux que personne d'autre, y compris lui-même. Mais attention, et c'est là que beaucoup de femmes font une erreur, ne transformez pas cette connaissance en routine. Ce n'est pas parce que vous avez découvert qu'il adore être touché d'une certaine façon à un certain endroit que vous devez faire exactement la même chose à chaque fois. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le besoin de surprise du cerveau. Utilisez votre connaissance de sa carte érogène pour créer des variations infinies, pour le surprendre en combinant différentes zones dans des séquences inattendues, pour alterner entre ses zones préférées et d'autres zones moins explorées. Garder son cerveau en état d'alerte curieuse, en état de ne jamais savoir exactement ce qui va venir, tout en sachant que ce qui va venir sera délicieux. Maintenant, je veux aborder quelque chose de crucial que beaucoup de femmes négligent complètement. C'est la dimension temporelle de l'expérience. Nous vivons dans une culture de la rapidité, de l'efficacité, du résultat immédiat. Cette culture a contaminé notre façon d'aborder l'intimité. Beaucoup de couples traitent les moments intimes comme une tâche à accomplir, quelque chose à faire rapidement avant de dormir, entre deux épisodes d'une série, dans les interstices d'une vie trop remplie, mais créer une expérience si intense qu'elle provoque des larmes, ça demande du temps. Pas nécessairement des heures, mais au minimum 30 à 45 minutes de présence totale, sans distraction, sans précipitation, sans objectif autre que l'exploration du plaisir. Le cerveau a besoin de temps pour traverser toutes les phases dont j'ai parlé, pour désactiver progressivement le cortex préfrontal, pour construire cette hypofrontalité qui permet l'abandon total. Donc, troisième technique concrète, planifiez des rendez-vous intimes où vous vous donnez explicitement le temps. Pas des rendez-vous où vous espérez avoir le temps, mais des moments où vous avez délibérément créé un espace protégé dans vos agendas, où vous avez éteint les téléphones, fermé la porte, peut-être même réservé une chambre d'hôtel si votre maison est trop associée aux routines quotidiennes. Créer un rituel autour de ces moments, quelque chose qui signale à vos deux cerveaux que vous entrez dans un espace différent, un espace sacré si vous voulez. Ça peut être aussi simple que d'allumer une bougie particulière, de mettre une musique spécifique, de prendre une douche ensemble. L'important, c'est que ce rituel crée une transition claire entre le monde quotidien et cet espace d'intimité profonde. Et dans cet espace, dans ce temps protégé, pratiquez ce que j'appelle l'extension du plateau. Rappelez-vous la phase de plateau dont j'ai parlé, cette zone d'excitation haute, mais pas encore au point de non-retour. La plupart des hommes, et la plupart des femmes d'ailleurs, sont conditionnés à traverser cette phase rapidement pour arriver à l'orgasme. Mais c'est dans cette phase que se trouve le potentiel de transformation. Quand vous apprenez à maintenir un homme dans cette phase de plateau pendant 10, 15, 20 minutes, des choses extraordinaires commencent à se produire dans son cerveau et dans son corps. Les niveaux d'ocytocine, cette hormone de l'attachement et de la connexion, commencent à monter significativement. Les endorphines, ces opioïdes naturels du cerveau, inondent son système, créant un état d'euphorie, et surtout, cette hypofrontalité dont j'ai parlé s'approfondit, le menant vers des états de conscience modifiée qui sont proches de ce que les gens décrivent dans la méditation profonde ou dans certaines expériences spirituelles. Comment maintenir un homme dans cette phase de plateau sans qu'il bascule vers l'orgasme trop rapidement?
C'est une question de lecture attentive de ces signaux et de modulation de votre stimulation. Observez sa respiration. Elle s'accélère quand il approche du point de non-retour. Observez les muscles de ses cuisses et de son abdomen. Ils se tendent quand l'orgasme approche. Observez son visage. Ses expressions changent. Quand vous voyez ces signaux, au lieu de continuer ou d'intensifier comme beaucoup de femmes le font instinctivement, ralentissez, allégez votre toucher, déplacez votre attention vers une zone moins directement stimulante, laissez son excitation redescendre légèrement, puis recommencez à l'amplifier, créez des vagues, des cycles de montée et de descente, de tension et de relâchement. Cette technique qu'on appelle parfois l'aging en anglais n'a rien de nouveau. Elle existe dans les traditions tantriques depuis des millénaires, mais la neuroscience moderne nous explique maintenant exactement pourquoi elle fonctionne si bien. Et pendant que vous faites ça, pendant que vous le maintenez dans cet état de plateau étendu, continuez à nourrir la connexion émotionnelle, regardez-le dans les yeux, touchez son visage, embrassez-le, dites-lui ce que vous ressentez, demandez-lui ce qu'il ressent, de créer cette boucle de communication qui transforme l'expérience physique en expérience relationnelle. Parce que voilà le secret ultime que je veux vous révéler. Ce qui fait qu'un homme pleure de jouissance, ce n'est jamais juste l'intensité de la stimulation physique. On peut créer des orgasmes physiquement intenses avec des techniques purement mécaniques, mais ils ne provoquent pas de larmes. Ce qui provoque les larmes, c'est quand l'orgasme physique coïncide avec une ouverture émotionnelle profonde, quand le plaisir du corps rencontre le plaisir de l'âme, quand il se sent simultanément totalement vu, totalement accepté, totalement aimé dans sa vulnérabilité. C'est cette conjonction qui crée la magie. Alors comment créer cette ouverture émotionnelle? Ça commence bien avant le moment intime lui-même. Ça commence dans votre façon de le regarder pendant la journée, dans votre façon de lui parler, dans votre façon de créer un espace où il peut être lui-même sans jugement. Les hommes, contrairement à ce que notre culture nous fait croire, sont des êtres émotionnellement complexes et sensibles. Mais ils ont appris à cacher, à réprimer, à contrôler leurs émotions parce que montrer de la vulnérabilité est socialement puni chez les hommes. Votre rôle, si vous voulez créer cette intimité profonde dont je parle, c'est de devenir un sanctuaire où il peut déposer cette armure, où il peut être fragile sans être jugé faible, où il peut exprimer ses peurs, ses doutes, ses tristesses, sans que vous le mépriez ou le quittiez. Quand vous créez cet espace émotionnellement sécure dans votre relation quotidienne, il devient infiniment plus facile de créer cette ouverture dans l'intimité physique. Quatrième technique concrète, pratiquez l'écoute profonde en dehors des moments intimes. Quand il vous parle même de choses qui vous semblent triviales, donnez-lui votre attention complète. Posez votre téléphone, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, regardez-le, écoutez non pas pour répondre, mais pour comprendre. Posez des questions qui montrent que vous êtes vraiment intéressé par son monde intérieur. Créez des moments réguliers, peut-être une fois par semaine, où vous vous asseyez ensemble sans distraction et vous vous demandez mutuellement comment vous allez vraiment, pas le comment ça va superficiel, mais le comment ça va profond. Cette pratique de connexion émotionnelle régulière va construire un niveau de confiance et d'intimité qui va naturellement se transférer dans vos moments physiques. Maintenant, je vais aborder quelque chose qui peut sembler contre-intuitif, mais qui est absolument crucial. Pour créer cette expérience intense dont je parle, vous devez aussi être dans votre propre plaisir, dans votre propre présence, dans votre propre corps. Beaucoup de femmes, surtout après des années de relation ou après avoir élevé des enfants, se sont complètement déconnectées de leur propre sensualité. Elles abordent l'intimité comme un service qu'elles rendent à leur partenaire, quelque chose qu'elles font pour lui plutôt qu'avec lui. Mais le cerveau masculin est extraordinairement sensible à votre état émotionnel et physique. Quand vous êtes présent dans votre propre plaisir, quand vous êtes excité, quand vous êtes connecté à vos propres sensations, il le sent et ça amplifie son propre plaisir de façon exponentielle. C'est ce qu'on appelle la résonance émotionnelle. Vos états internes se communiquent à lui à travers 1000 micro-signaux non-verbaux, votre respiration, votre odeur, la tension de vos muscles, la chaleur de votre peau, et son cerveau répond à ces signaux en amplifiant sa propre expérience. Donc, cinquième technique concrète, reconnectez-vous à votre propre sensualité, prenez du temps pour vous, pour explorer votre propre corps, pour découvrir ou redécouvrir ce qui vous fait plaisir.
Pratiquez la masturbation consciente, pas comme une libération consciente, pas comme une méditation, une exploration, une célébration de votre corps. Bougez, dansez, faites du yoga, tout ce qui vous reconnecte à vos sensations physiques. Quand vous arrivez dans un moment intime avec votre partenaire en étant déjà connecté à votre propre sensualité, tout change. Vous n'êtes plus dans la performance, vous n'êtes plus dans le service, vous êtes dans le partage, dans la co-création d'une expérience qui vous nourrit tous les deux. Et cette reconnexion à votre propre sensualité va aussi vous donner quelque chose d'extrêmement précieux, la confiance. La confiance en votre pouvoir érotique, la confiance en votre désirabilité, la confiance en votre capacité à créer du plaisir. Cette confiance, elle se voit, elle se sent, elle s'exprime dans chacun de vos gestes. Quand vous touchez un homme avec confiance, quand vos mains ne sont pas hésitantes mais assurées, quand votre regard ne demande pas la permission mais affirme votre désir, son cerveau répond de façon complètement différente. La confiance féminine est un aphrodisiaque puissant pour le cerveau masculin parce qu'elle signale la compétence, la maturité, la capacité à prendre soin de lui. Rappelez-vous, malgré toute leur bravade sociale, les hommes cherchent inconsciemment, dans l'intimité, une figure maternelle, archétypale, quelqu'un qui peut les contenir, les accepter, les guider vers des états de plaisir qu'ils ne peuvent pas atteindre seuls. Votre confiance lui permet de lâcher prise, de se laisser guider, de devenir réceptif plutôt qu'actif. Parlons maintenant de quelque chose de très spécifique qui peut faire toute la différence, la respiration. La respiration est le pont entre le système nerveux volontaire et le système nerveux autonome. C'est la seule fonction corporelle qui est à la fois automatique et sous contrôle conscient. En travaillant avec la respiration pendant l'intimité, vous pouvez littéralement modifier les états neurologiques de votre partenaire et les vôtres. La plupart des gens pendant l'excitation sexuelle ont tendance à respirer de façon rapide et superficielle. Cette respiration active le système nerveux sympathique, le système du stress et de l'action. Mais pour atteindre ces états profonds dont je parle, il faut activer le système parasympathique, le système du relâchement et de la connexion. Et on fait ça en respirant de façon lente et profonde. Sixième technique concrète, guidez sa respiration pendant vos moments intimes. Au début de votre session, avant même de commencer à vous toucher physiquement, asseyez-vous face à face et respirez ensemble. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes, retenez votre respiration pendant 4 secondes, expirez lentement par la bouche pendant 6 à 8 secondes, faites ça ensemble pendant 5 minutes. Cette pratique va synchroniser vos systèmes nerveux et va créer un état de calme, alerte, qui est le terrain parfait pour l'intimité profonde. Puis, pendant que vous le touchez, pendant que vous créez ces vagues de plaisir dont j'ai parlé, continuez à revenir à la respiration. Quand vous le sentez se tendre, quand il approche trop vite de l'orgasme, rappelez-lui de respirer profondément. Respirez avec lui. Votre respiration va devenir un ancrage qui lui permet de rester présent plutôt que de se perdre dans la tension vers l'orgasme. Et quand finalement vous décidez de le laisser basculer vers l'orgasme, quand vous sentez que le moment est venu après ces longues minutes ou ces longues dizaines de minutes de plateau, guidez-le vers une respiration encore plus profonde. Dites-lui de respirer dans son ventre, de laisser son souffle descendre profondément, de ne pas retenir, de ne pas se crisper. Beaucoup d'hommes, au moment de l'orgasme, retiennent leur respiration et contractent tous leurs muscles. C'est une habitude apprise, souvent depuis l'adolescence, et la masturbation rapide et cachée. Mais cette façon de jouir crée des orgasmes localisés, concentrés dans les organes génitaux, qui sont intenses, mais courts, et qui ne touchent pas l'être entier. Si au contraire vous lui apprenez à respirer profondément pendant l'orgasme, à garder son corps relativement détendu, à laisser le plaisir se diffuser dans tout son être, plutôt que de le concentrer, l'expérience devient complètement différente, l'orgasme devient plus long, plus intense, plus émotionnel. C'est dans ces orgasmes respirés, ces orgasmes de tout le corps, que les larmes apparaissent naturellement. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que j'ai observé dans ma pratique clinique et qui est absolument fascinant. C'est le rôle du son. Le son que vous faites, le son qu'il fait, le son que vous faites ensemble. Nous vivons dans une culture qui a rendu l'intimité silencieuse, surtout pour les femmes. Combien de femmes se retiennent de faire du bruit pendant l'amour parce qu'elles ont peur de déranger les voisins, de réveiller les enfants, de paraître vulgaires. Mais le son est un amplificateur neurologique extraordinaire. Quand vous faites du son pendant l'intimité, plusieurs choses se passent. Premièrement, le son aide à libérer la tension. Il permet à l'énergie de circuler plutôt que de se bloquer.
Deuxièmement, le son est un feedback immédiat pour votre partenaire. Il lui dit que ce qui fait fonctionne, que vous êtes dans le plaisir, ce qui active les circuits de récompense dans son cerveau. Troisièmement, le son crée une boucle de rétroaction entre vous deux. Vos sons l'excitent, son excitation vous excite, ce qui vous fait faire plus de sons, et ainsi de suite. Mais il y a plus que ça. Le son, surtout les sons graves et profonds qui viennent du ventre plutôt que de la gorge, crée des vibrations physiques dans le corps qui ont un effet direct sur le système nerveux. Ces vibrations stimulent le nerf vague, ce nerf qui court de votre cerveau à votre abdomen et qui est le principal acteur du système nerveux parasympathique. Quand vous stimulez le nerf vague par le son, vous créez un état de relaxation profonde qui, paradoxalement, permet une plus grande intensité de plaisir. C'est encore ce paradoxe dont je parlais, la combinaison de relaxation et d'excitation, de lâcher prise et d'intensité. Septième technique concrète, libérez votre voix pendant l'intimité. Commencez par de petits sons, des soupirs, des gémissements légers, et progressivement, laissez-vous aller vers des sons plus forts, plus profonds, plus animaux même. Ne censurez pas, ne jugez pas vos sons, laissez-les venir naturellement en réponse à ce que vous ressentez. Et encouragez-le à faire de même. Beaucoup d'hommes sont encore plus silencieux que les femmes pendant l'amour parce qu'ils ont appris que faire du bruit n'est pas viril. Mais quand un homme commence à libérer sa voix, à gémir, à crier même, c'est un signe qu'il lâche prise, qu'il abandonne le contrôle, qu'il entre dans cet état de vulnérabilité dont je parle, et puis que vous voulez l'entendre, que ces sons vous excitent, que vous voulez savoir ce qu'il ressent. Créer un espace où les sons sont non seulement permis mais encouragés, célébrés. Je veux maintenant aborder un aspect qui est souvent tabou, mais qui est absolument central dans la création d'une intimité profonde. C'est la dimension de la domination et de la soumission. Attention, je ne parle pas nécessairement de pratiques BDM extrêmes avec des accessoires et des scénarios élaborés. Je parle de la dynamique psychologique fondamentale qui existe dans toute relation intime, la danse entre celui qui guide et celui qui se laisse guider, entre celui qui prend et celui qui donne, entre celui qui contrôle et celui qui abandonne le contrôle. Cette dynamique est câblée profondément dans nos cerveaux, elle vient de millions d'années d'évolution, et nier son existence ou la réprimer, c'est se priver d'une source immense de plaisir et de connexion. Beaucoup de femmes, surtout les femmes de votre génération, qui ont grandi avec le féminisme et qui ont lutté pour l'égalité, ont du mal avec cette idée. Elles pensent qu'accepter une dynamique de domination-soumission dans l'intimité, c'est trahir leurs valeurs, c'est accepter une inégalité patriarcale. Mais c'est une confusion fondamentale entre l'égalité sociale et politique, qui est absolument essentielle, et la dynamique érotique qui fonctionne selon des règles complètement différentes. Dans l'espace de l'intimité, dans cet espace sacré et consensuel que vous créez ensemble, explorer ces dynamiques de pouvoir n'est pas une régression, c'est une libération. C'est une libération, c'est une façon de jouer avec des archétypes profonds, de visiter des aspects de vous-même que vous ne pouvez pas exprimer dans votre vie quotidienne. Et voici ce que j'ai observé dans ma pratique et qui va peut-être vous surprendre. Beaucoup d'hommes, surtout les hommes qui ont des positions de pouvoir et de responsabilité dans leur vie professionnelle, fantasment secrètement sur le fait d'être soumis dans l'intimité, d'être guidé, d'être pris en charge, de pouvoir lâcher complètement le contrôle et se laisser porter pour le logoka. Mais ils n'osent pas l'exprimer parce que ça va contre toutes les normes de la masculinité. Ils ont peur d'être jugés, d'être vus comme faibles, d'être rejetés. Si vous pouvez créer un espace où votre homme peut explorer cette facette de lui-même, où il peut être réceptif plutôt qu'actif, où il peut recevoir plutôt que donner, vous lui offrez quelque chose d'extraordinairement rare et précieux. Huitième technique concrète, explorez le fait de prendre le contrôle complet pendant un moment intime. Dites-lui explicitement que cette fois, c'est vous qui dirigez, que son seul travail est de recevoir, de ressentir, de se laisser faire. Attachez-le symboliquement, même juste avec un foulard léger autour des poignets, ou bandez-lui les yeux. Ces gestes symboliques de prise de contrôle envoient un message puissant à son cerveau. Tu peux lâcher prise, tu n'as pas à performer, tu n'as pas à faire quoi que ce soit, tu peux juste être. Et dans cet espace de réceptivité totale, explorer son corps comme je vous l'ai décrit, créer ces vagues de plaisir, maintenez-le dans ce plateau étendu et observez ce qui se passe. Beaucoup d'hommes, dans cette position de vulnérabilité choisie, dans cet abandon du contrôle, vont accéder à des niveaux d'émotion et de plaisir qu'ils n'ont jamais connus. Et c'est souvent dans ces moments-là que les larmes viennent. Parce que pleurer, c'est aussi
Abandonner le contrôle, c'est aussi être vulnérable. Bien sûr, l'inverse est aussi vrai. Certains hommes et certaines femmes préfèrent être dans la position dominante. L'important, c'est d'explorer, de communiquer, de découvrir ce qui résonne pour vous deux. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a que ce qui crée de la connexion et du plaisir pour vous spécifiquement. Mais ne restez pas prisonnière d'une seule dynamique par défaut, explorez, jouez, variez. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le besoin de surprise et de nouveauté du cerveau. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui est peut-être le plus important de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, et c'est l'intention. L'intention que vous apportez à vos moments intimes change tout. Si vous approchez l'intimité avec l'intention de cocher une case, de remplir un devoir conjugal, de le satisfaire rapidement pour qu'il vous laisse tranquille, son cerveau va le sentir, même si vous faites techniquement toutes les bonnes choses. L'intention se communique à travers 1000 canaux subtils que nous ne contrôlons pas consciemment. Si au contraire vous approchez l'intimité avec l'intention de créer une expérience sacrée, de célébrer vos corps, de vous connecter profondément, de lui offrir un cadeau d'amour et de plaisir, cette intention va imprégner chacun de vos gestes et va transformer complètement l'expérience pour lui et pour vous. Neuvième technique concrète, avant chaque moment intime, prenez quelques minutes seul pour clarifier votre intention. Pourquoi faites-vous ça? Qu'est-ce que vous voulez créer? Comment voulez-vous qu'il se sente après? Comment voulez-vous vous sentir après? Peut-être même écrivez ces intentions dans un journal. Cette pratique de clarification d'intention va aligner votre être entier vers ce but et cette cohérence interne va se manifester dans votre présence, dans votre toucher, dans votre regard. Vous allez devenir une force de nature, une prêtresse de l'intimité, une femme qui sait exactement ce qu'elle fait et pourquoi elle le fait. Je veux aussi vous parler de l'importance de l'après. Ce qui se passe après l'orgasme est presque aussi important que ce qui se passe avant et pendant. Beaucoup de couples font l'erreur de se séparer immédiatement après l'orgasme, chacun retournant à ses activités ou s'endormant. Mais neurologiquement, les minutes qui suivent l'orgasme sont un moment d'une vulnérabilité et d'une ouverture extraordinaire. Le cerveau est inondé d'ocytocine, cette hormone de l'attachement. C'est le moment où les liens se créent, où les souvenirs s'impriment profondément. Si vous utilisez ce moment pour rester connecté, pour tenir votre homme dans vos bras, pour caresser doucement son corps, pour lui parler tendrement, pour peut-être même pleurer ensemble si l'émotion est là, vous créez une empreinte émotionnelle qui va renforcer votre lien de façon exponentielle. Dixième technique concrète, créer un rituel d'après-intimité. Restez enlacé pendant au moins 10 à 15 minutes après l'orgasme. Continuez à vous toucher doucement, à vous caresser, à vous regarder. Partagez ce que vous avez ressenti, ce qui était particulièrement bon, ce que vous avez aimé. Remerciez-vous mutuellement pour ce cadeau que vous venez de vous offrir. Peut-être buvez un verre d'eau ensemble, prenez une douche ensemble, ou simplement restez là dans le silence, dans la présence pure. Ce temps d'intégration permet à l'expérience de se déposer, de devenir une mémoire riche et complexe plutôt qu'un événement fugace. Maintenant, j'imagine que certaines d'entre vous se disent Mais Boris, tout ça c'est bien beau, mais mon homme n'est pas réceptif, il ne veut pas essayer de nouvelles choses, il est coincé dans ses habitudes, comment je fais? C'est une question légitime et je vais y répondre. La résistance au changement est normale, elle est humaine, elle est neurologique même. Notre cerveau aime les patterns familiers. Parce qu'ils sont sécurisants, prévisibles, ils demandent moins d'énergie cognitive. Introduire du changement dans l'intimité peut être perçu comme une menace, surtout si c'est présenté maladroitement, comme une critique de ce qui se faisait avant. Donc, la façon dont vous introduisez ces nouvelles pratiques est cruciale. 11e technique concrète, n'introduisez pas tous ces changements d'un coup. Choisissez une seule chose, la plus simple, la moins menaçante, et commencez par là. Peut-être c'est juste de prendre plus de temps, ou de respirer ensemble avant de commencer, ou d'explorer une nouvelle zone de son corps. Présentez ça non pas comme une correction de ce qui ne va pas, mais comme une exploration de ce qui pourrait être encore meilleur. Utilisez un langage positif. Dis-lui quelque chose comme j'ai lu quelque chose d'intéressant sur la respiration pendant l'intimité. Ça te dirait qu'on essaye ou j'ai envie d'explorer ton corps différemment ce soir, de prendre vraiment notre temps. Qu'est-ce que tu en penses? Donnez-lui l'espace pour dire oui ou non. Et quand vous essayez quelque chose de nouveau, demandez-lui constamment du feedback. Comment c'est? Qu'est-ce que tu ressens? Tu aimes ça? Cette communication continue va le rassurer.
Il va vous guider et soyez patiente. Le changement prend du temps, surtout dans un domaine aussi intime et vulnérable. Célébrez les petites victoires, les petits moments où il s'ouvre un peu plus. Il essaye quelque chose de nouveau, où vous sentez une connexion plus profonde. Ces célébrations vont renforcer positivement les nouveaux comportements et vont créer un désir d'explorer encore plus. Et si vraiment il résiste complètement, si après plusieurs tentatives douces et patientes, il refuse catégoriquement d'essayer quoi que ce soit de nouveau, alors vous avez une conversation plus profonde à avoir, une conversation sur l'état de votre relation, sur ses besoins et les vôtres, sur votre vision commune de l'intimité. Parce qu'une relation où une personne refuse complètement de grandir, d'explorer, de s'adapter aux besoins changeants de l'autre, c'est une relation qui a des problèmes plus profonds que juste la technique sexuelle. Je veux maintenant aborder quelque chose qui concerne spécifiquement les femmes de votre âge, entre 45 et 60 ans, et c'est la question des changements hormonaux et physiques liés à la périménopause et à la ménose. Beaucoup de femmes dans cette tranche d'âge me disent qu'elles ont moins de désir qu'avant, que leur corps réagit différemment, que la lubrification est moins facile, que parfois l'intimité est inconfortable physiquement, et elles en concluent souvent avec une tristesse profonde que leur vie sexuelle est derrière elles, que c'est normal de moins faire l'amour à cet âge, que c'est la nature qui suit son cours, mais c'est une interprétation complètement erronée de ce qui se passe. Oui, il y a des changements hormonaux réels. La baisse d'estrogène affecte la lubrification vaginale, peut affecter la sensibilité de certaines zones, peut diminuer la libido spontanée, mais ces changements ne signifient pas la fin de votre vie intime. Ils signifient juste que vous devez adapter votre approche. Et voici quelque chose de fascinant que les recherches récentes ont montré. La qualité de l'intimité et de l'orgasme peut en fait s'améliorer après la ménopause pour beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus la peur de la grossesse, vous avez plus de temps et d'espace mental maintenant que les enfants sont grands, vous avez plus de confiance en vous et en votre corps, vous savez mieux ce que vous voulez et vous osez le demander. Tous ces facteurs psychologiques peuvent largement compenser les changements hormonaux si vous savez comment travailler avec eux, plutôt que contre eux. 12e technique concrète, adaptez votre intimité à votre corps actuel, plutôt que d'essayer de recréer ce qui se passait à 30 ans. Utilisez des lubrifiants de qualité sans honte, c'est un outil comme un autre. Explorez des formes d'intimité qui ne sont pas centrées uniquement sur la pénétration. Il y a 1000 façons de donner et recevoir du plaisir. Prenez encore plus de temps pour l'excitation. Votre corps a peut-être besoin de plus de temps maintenant pour s'éveiller. Et c'est parfait. Ça vous donne l'occasion de pratiquer tout ce que je vous ai enseigné sur l'extension du plateau. Parlez à votre médecin des options qui existent. Il y a des traitements hormonaux locaux qui peuvent aider avec la sécheresse vaginale sans les risques des traitements hormonaux systémiques. Prenez soin de votre santé globale, l'exercice physique, une bonne alimentation, un sommeil suffisant. Tout ça affecte directement votre fonction sexuelle. Et surtout, changez votre narrative interne. Arrêtez de vous dire que vous êtes trop vieille, que votre corps ne fonctionne plus bien, que vous n'êtes plus désirable. Et ces pensées créent une réalité qui se réalise. Dites-vous plutôt que vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie sexuelle, potentiellement la plus riche, la plus profonde, la plus libre. Et parlons justement de cette liberté. Une des choses les plus belles que j'observe chez les femmes de votre âge, qui embrassent vraiment leur sexualité, c'est cette liberté nouvelle, cette capacité à se foutre des jugements, à faire ce qui leur plaît sans se soucier de ce que les autres pensent. Vous n'avez plus à prouver quoi que ce soit à personne. Vous n'avez plus à correspondre à des standards de beauté impossibles. Vous pouvez simplement être vous-même dans toute votre complexité, dans toute votre richesse, dans toute votre puissance. Et cette authenticité, cette liberté d'être pleinement vous-même, c'est incroyablement séduisant. Les hommes le sentent, ils sont attirés par cette confiance tranquille, par cette présence pleine, par cette femme qui sait qui elle est et ce qu'elle veut. Alors embrassez cette période de votre vie. Voyez-la, non pas comme un déclin, mais comme une ascension vers une version encore plus pleine de vous-même. Utilisez tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, non pas pour performer, non pas pour retenir un homme par peur de la solitude, mais pour créer une intimité qui vous nourrit, qui vous fait grandir, qui vous apporte de la joie et de la connexion. Parce qu'au final, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de techniques mécaniques pour manipuler un homme, il s'agit de créer une relation
où deux êtres humains peuvent se rencontrer dans leur pleine humanité, dans leur vulnérabilité, dans leurs désirs, dans leurs besoins de connexion. Je veux aussi vous parler de quelque chose qui est souvent négligé dans la discussion sur l'intimité, et c'est le contexte relationnel global. Vous pouvez avoir toutes les techniques du monde, vous pouvez être une virtuose du toucher, mais si votre relation est remplie de ressentiments non résolus, de conflits permanents, de manque de respect mutuel, l'intimité profonde sera impossible. Le corps ne ment pas, vous ne pouvez pas vous ouvrir physiquement à quelqu'un envers qui vous êtes fermé émotionnellement. Donc si vous voulez vraiment transformer votre vie intime, vous devez aussi travailler sur la santé globale de votre relation. 13e technique concrète, faites régulièrement le ménage émotionnel dans votre relation. Quand il y a un conflit, résolvez-le vraiment. Ne le balayez pas sous le tapis. Apprenez à vous disputer de façon constructive, sans attaque personnelle, en vous concentrant sur les comportements spécifiques qui posent problème plutôt que sur le caractère de l'autre. Pratiquez le pardon, pas le pardon qui oublie et qui permet les mêmes comportements de se répéter, mais le pardon conscient qui reconnaît la blessure, demande réparation et puis choisit de lâcher le ressentiment une fois la réparation faite. Cultivez l'appréciation mutuelle, remarquez et verbalisez les choses positives que votre partenaire fait. Créez des rituels de connexion quotidiens, peut-être un café le matin où vous parlez vraiment, ou une promenade le soir, ou simplement 10 minutes avant de dormir où vous vous racontez votre journée. Ces pratiques relationnelles créent un terreau fertile où l'intimité physique peut vraiment fleurir. Et maintenant, je veux aborder quelque chose de délicat mais d'important, c'est la question de la pornographie. Beaucoup d'hommes de l'âge de vos partenaires ont grandi avec ou ont développé une habitude de consommation de pornographie. Et la pornographie, surtout la pornographie moderne facilement accessible sur le cerveau, elle crée des attentes irréalistes, elle désensibilise les circuits de récompense, elle peut créer des difficultés d'érection et d'orgasme avec une partenaire réelle parce que le cerveau s'est habitué à un niveau de stimulation visuelle intense qui n'existe pas dans la vraie vie. Si votre partenaire a du mal à être présent pendant l'intimité, si son esprit semble ailleurs, si vous sentez qu'il a besoin de fantasmes externes pour être excité, il est possible que la pornographie soit un facteur. C'est une conversation difficile à avoir, je le sais. Beaucoup de femmes ont peur de paraître contrôlantes ou jalouses si elles abordent ce sujet. Mais vous avez le droit d'exprimer comment la consommation de pornographie de votre partenaire affecte votre intimité et votre relation. Vous avez le droit de demander qu'il réduise ou arrête cette consommation s'il veut vraiment s'investir dans une intimité profonde avec vous. Et la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique, il peut se recabler. Si un homme arrête la pornographie pendant quelques mois et s'engage dans une intimité réelle, consciente, présente, comme celle que je vous ai décrite, son cerveau va progressivement retrouver sa sensibilité naturelle, sa capacité à être excité par des stimuli réels plutôt que virtuels. 14e technique concrète, si vous pensez que la pornographie est un problème dans votre relation, abordez le sujet avec curiosité et compassion plutôt qu'avec jugement et attaque. Parlez de ce que vous observez. J'ai remarqué que tu sembles avoir du mal à être présent pendant nos moments intimes. J'ai remarqué que tu as besoin de temps seul avec ton ordinateur régulièrement et je me demande si ça affecte notre connexion. Exprimez comment vous vous sentez. Je me sens moins désirable, je me sens en compétition avec des images et puis proposer une expérience. Est-ce que tu serais prêt à essayer d'arrêter la pornographie pendant 3 mois et de voir si ça change quelque chose pour nous? Beaucoup d'hommes, une fois qu'ils comprennent l'impact réel de leur consommation de pornographie et qu'on leur offre une alternative positive, une intimité réelle, riche et satisfaisante, sont prêts à faire ce changement. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui va peut-être vous sembler étrange venant d'un psychiatre et neuropsychiatre, mais qui est absolument central dans ma compréhension de l'intimité humaine, et c'est la dimension spirituelle. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas nécessairement de religion, je parle de cette capacité humaine à transcender l'ego, à se connecter à quelque chose de plus grand que soi, à expérimenter des états de conscience où les frontières habituelles du soi se dissolvent. Et l'intimité profonde, cette intimité qui fait pleurer, est fondamentalement une expérience spirituelle. Dans ce sens, c'est un moment où deux personnes cessent d'être deux entités séparées et fusionnent temporairement en une seule conscience partagée. Les traditions tantriques de l'Inde et du Tibet l'ont compris depuis des millénaires. Elles ont développé des pratiques sophistiquées
pour utiliser l'énergie sexuelle comme véhicule de transformation spirituelle. Et maintenant, les neurosciences modernes commencent à comprendre les mécanismes neurologiques derrière ces expériences. Quand vous atteignez ces états d'intimité profonde dont je parle, votre cerveau montre des patterns d'activité similaires à ceux observés pendant la méditation profonde ou les expériences mystiques. Il y a une diminution de l'activité dans les régions associées au sens du choix séparé, une augmentation de l'activité dans les régions associées à la connexion et à l'empathie, une libération massive de neurotransmetteurs associés au bien-être et à la transcendance. 15e technique concrète, approchez vos moments intimes comme une pratique spirituelle. Créez un espace sacré, peut-être avec des bougies, de l'encens, de la musique douce. Commencez par un moment de silence ou de méditation ensemble. Regardez-vous dans les yeux pendant plusieurs minutes sans parler, juste en étant présents l'un à l'autre. Pratiquez ce que les tantrikas appellent le maituna, l'union sacrée, où l'acte physique est imprégné d'intention spirituelle, où chaque toucher est une prière, où chaque respiration est une méditation. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit de particulier pour faire ça. Vous avez juste besoin d'être ouverte à la possibilité que l'intimité peut être plus qu'un simple plaisir physique, qu'elle peut être une porte vers des états de conscience extraordinaires. Et dans ces états, dans ces moments de fusion, c'est là que les larmes viennent naturellement. Parce que c'est bouleversant de sortir de sa prison habituelle du soi séparé, de se sentir vraiment uni à un autre être humain, de toucher quelque chose de sacré, d'éternel, de profondément vrai. Ces larmes ne sont pas de la tristesse, ce sont des larmes de reconnaissance, de gratitude, d'émerveillement devant le mystère de la connexion humaine. Maintenant, je veux aussi vous parler de quelque chose de très pratique et terre à terre après ce moment plus spirituel, et c'est l'importance de la santé physique générale pour une vie intime épanouie. Votre capacité à ressentir du plaisir, à avoir de l'énergie pour l'intimité, à être présente dans votre corps. Tout ça dépend de votre santé globale. Et malheureusement, notre mode de vie moderne travaille contre nous. Le stress chronique, le manque de sommeil, l'alimentation industrielle, la sédentarité, tout ça crée un état d'inflammation chronique dans le corps qui affecte directement votre fonction sexuelle. Le stress chronique, par exemple, maintient votre système nerveux sympathique en activation permanente, ce qui rend très difficile de basculer vers le mode parasympathique nécessaire pour l'intimité profonde. Le manque de sommeil affecte la production hormonale, diminue la libido, réduit votre capacité à réguler vos émotions. Une alimentation riche en sucre et en aliments transformés crée de l'inflammation qui affecte la circulation sanguine, essentielle pour l'excitation physique. La sédentarité affaiblit les muscles du plancher pelvien, réduit votre endurance. 16e technique concrète, prenez soin de votre santé physique comme un investissement dans votre vie intime. Faites de l'exercice régulièrement, au moins 30 minutes par jour, en incluant du cardio pour la santé cardiovasculaire et de la musculation pour maintenir votre force et votre métabolisme. Pratiquez des exercices spécifiques pour le plancher pelvien, les fameux exercices de Kegel, qui renforcent les muscles impliqués dans l'orgasme et augmentent vos sensations. Dormez suffisamment, visez 7 à 8 heures par nuit, c'est non négociable. Mangez une alimentation riche en aliments entiers, en légumes, en bonnes graisses, en protéines de qualité et pauvre en sucre et aliments transformés. Gérez votre stress avec des pratiques régulières comme la méditation, le yoga, la marche dans la nature, tout ce qui active votre système parasympathique. Et limitez l'alcool qui, contrairement à ce que beaucoup pensent, diminue la qualité de l'intimité même s'il peut réduire les inhibitions à court terme. Toutes ces pratiques vont non seulement améliorer votre santé générale, mais vont directement se traduire par une meilleure vie intime. Vous aurez plus d'énergie, plus de désir, plus de sensations, plus de capacité à être présente. Et la même chose est vraie pour votre partenaire. Si vous pouvez l'encourager à adopter ces habitudes saines, vous allez voir une transformation dans sa vitalité sexuelle aussi. Je veux maintenant aborder une question que beaucoup de femmes me posent. Et c'est que faire si mon partenaire a des difficultés érectiles? C'est un sujet délicat parce qu'il touche à la virilité masculine, à cette partie de l'identité masculine qui est si fragile et si liée à la performance sexuelle. Mais c'est aussi un sujet important parce que les difficultés érectiles deviennent de plus en plus communes avec l'âge et elles peuvent complètement tuer
l'intimité dans un couple si elles ne sont pas abordées correctement. Premièrement, il faut comprendre que les difficultés érectiles ont souvent des causes multiples. Il peut y avoir des causes physiques, problèmes cardiovasculaires, diabète, effets secondaires de médicaments, déséquilibres hormonaux. Il peut y avoir des causes psychologiques, anxiété de performance, stress, dépression. Et souvent, c'est une combinaison des deux, où un problème physique initial crée une anxiété qui aggrave le problème, créant un cercle vicieux. La bonne nouvelle, c'est que la plupart des difficultés érectiles peuvent être améliorées ou résolues avec les bonnes interventions. Mais voici ce qui est crucial. Votre réaction à ces difficultés érectiles va largement déterminer si elles deviennent un problème catastrophique ou juste un défi à surmonter ensemble. Si vous réagissez avec frustration, avec des commentaires qui le font se sentir inadéquat, avec un retrait émotionnel, vous allez aggraver son anxiété et donc aggraver le problème. Si au contraire vous réagissez avec compassion, avec une attitude de c'est pas grave, on va trouver une solution ensemble, si vous continuez à l'embrasser et le toucher et créer de l'intimité même sans érection, vous créez un espace de sécurité où le problème peut se résoudre. 17e technique concrète, si votre partenaire a des difficultés érectiles, élargissez votre définition de l'intimité au-delà de la pénétration. Il y a tellement de façons de donner et recevoir du plaisir qui ne dépendent pas d'une érection. Utilisez vos mains, votre bouche, des jouets, si vous êtes à l'aise avec ça, concentrez-vous sur le plaisir global plutôt que sur la performance d'un organe spécifique. Encouragez-le à consulter un médecin pour explorer les causes physiques possibles et les traitements disponibles. Il y a maintenant des options très efficaces. Et travailler ensemble sur la réduction de l'anxiété de performance, en levant toute pression, créant des moments intimes où l'objectif explicite n'est pas l'orgasme ou la pénétration, mais juste l'exploration et la connexion. Et voici quelque chose de fascinant que j'ai observé. Beaucoup d'hommes qui traversent une période de difficulté érectile et qui sont soutenus par leur partenaire de la façon que je viens de décrire, découvrent une nouvelle dimension de leur sexualité. Ils apprennent à donner du plaisir d'autres façons, ils deviennent plus attentifs, plus créatifs, et souvent, une fois que l'anxiété diminue et que le problème physique est traité, ils retrouvent leur fonction érectile, mais avec une approche complètement transformée de l'intimité, beaucoup plus riche et profonde qu'avant. Donc ce qui semblait être une catastrophe devient en fait une opportunité de croissance. Je veux aussi vous parler de l'importance de continuer à vous séduire mutuellement, même après des années de relation. Beaucoup de couples tombent dans le piège de la familiarité, où ils arrêtent de faire des efforts pour plaire à l'autre, où ils se montrent seulement dans leurs vieux vêtements confortables, où ils ne se complimentent plus, où ils tiennent l'autre pour acquis. Et puis, il se demande pourquoi le désir s'est éteint. Mais le désir a besoin d'être nourri, il a besoin d'un certain degré de mystère, de nouveauté, d'effort. 18e technique concrète. Continuez à vous séduire. Habillez-vous de façon à vous sentir belle et désirable, pas tous les jours nécessairement, mais régulièrement. Prenez soin de votre apparence, non pas pour correspondre à des standards externes, mais parce que ça vous fait vous sentir bien dans votre peau. Flirtez avec votre partenaire, envoyez-lui des messages suggestifs pendant la journée, touchez-le de façon affectueuse, mais aussi sensuelle quand vous passez à côté de lui, créez de l'anticipation, suggérez ce que vous aimeriez faire plus tard sans tout révéler, surprenez-le avec un nouveau parfum, avec de lingerie que vous portez sous vos vêtements quotidiens, avec une proposition inattendue. Gardez une partie de vous mystérieuse, vous n'avez pas à tout partager, à être complètement transparente sur chaque pensée et chaque sentiment. Un peu de mystère maintient la curiosité vivante et encouragez-le à faire de même. Dites-lui que vous aimez quand il fait des efforts pour vous séduire, que vous remarquez quand il porte cette chemise que vous aimez, que vous appréciez quand il vous complimente. Les hommes ont besoin d'encouragement positif pour continuer ces comportements. Ils ne sont pas toujours naturellement doués pour ça. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui peut sembler contre-intuitif, mais qui est absolument crucial pour maintenir le désir à long terme, et c'est l'importance de maintenir votre individualité au sein du couple. Beaucoup de couples, surtout après des années ensemble, fusionnent tellement qu'ils perdent leur identité individuelle, ils font tout ensemble, ils ont les mêmes amis, les mêmes hobbies, ils pensent presque de la même façon, et paradoxalement, cette fusion complète tue le désir.
Parce que le désir, comme l'a si bien dit la thérapeute Esther Perel, nécessite une distance, un espace entre deux personnes. On ne peut pas désirer ce qu'on possède déjà complètement, ce qui ne nous surprend plus jamais. 19e technique concrète, cultivez votre individualité, ayez des intérêts qui sont juste à vous, des amis que vous voyez seuls, des projets qui vous passionnent indépendamment de votre partenaire. Prenez du temps seul régulièrement, pas parce que vous voulez fuir la relation, mais parce que vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter à vous-même. Et encouragez votre partenaire à faire de même. Quand vous vous retrouvez après ces moments de séparation, vous avez des choses à vous raconter, vous redécouvrez l'autre un peu, vous créez ce petit espace de mystère et de nouveauté qui nourrit le désir. C'est un équilibre délicat entre la proximité et la distance, entre la fusion et l'autonomie, mais c'est un équilibre essentiel pour maintenir une relation vivante sur le long terme. Je veux maintenant vous parler de quelque chose qui est souvent tabou, mais qui est une réalité de la sexualité humaine, les fantasmes. Ils sont souvent source de honte, de culpabilité, de peur. On craint que nos fantasmes révèlent quelque chose de monstrueux sur nous ou qu'ils signifient que notre partenaire ne nous suffit pas. C'est une erreur fondamentale. Les fantasmes sont le moteur secret du désir, le jardin privé où notre imagination érotique peut s'épanouir sans les contraintes de la réalité. 20 techniques concrètes, et peut-être la plus délicate. Créez un espace de sécurité pour les fantasmes. Cela ne veut pas dire que vous devez tout vous raconter, ni que vous devez réaliser chaque scénario imaginé. Absolument pas. Un fantasme est un théâtre mental, pas un plan d'action, mais il s'agit de dédramatiser leur existence. Il s'agit de comprendre et d'accepter que votre partenaire a un monde intérieur tout comme vous. Vous pouvez, si vous vous sentez tous les deux à l'aise, partager des bribes, des thèmes, des ambiances. Vous pouvez utiliser l'énergie de ces fantasmes pour nourrir votre propre jeu érotique en intégrant des éléments de rôle, des scénarios, de la nouveauté. Le but n'est pas de tout savoir, mais de savoir que cet espace imaginaire existe et qu'il est respecté. Reconnaître que l'érotisme de votre partenaire ne vous appartient pas entièrement est paradoxalement l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez faire à votre couple, car cela maintient cette part de mystère et d'altérité si essentielle au désir. Nous arrivons au terme de ce voyage. Et vous avez compris, je l'espère, que le titre « Comment le faire jouir si bien qu'il pleure ensuite » est une métaphore. Une métaphore puissante pour une forme d'intimité qui transcende la simple mécanique des corps. Les larmes d'un homme après l'amour ne sont que rarement le fruit d'une simple performance technique. Elles sont le signe d'un abandon total. Le résultat d'un orgasme qui n'est pas seulement physique mais profondément émotionnel. C'est le barrage de la masculinité toxique qui cède enfin, laissant couler la gratitude, le soulagement, la joie pure de se sentir complètement vu, accepté et désiré dans sa totalité avec ses forces et ses failles. Faire pleurer un homme de plaisir, c'est lui offrir un espace si sécurisant qu'il peut enfin déposer les armes, retirer son armure, et se montrer dans sa vulnérabilité la plus brute sans craindre d'être jugé. C'est le toucher avec une intention qui dit « je te vois, je te veux ». Tout de toi, c'est l'écouter avec une curiosité qui dit « Raconte-moi tes désirs les plus secrets, je ne fuirai pas ». Toutes les techniques que nous avons explorées, la communication, la présence, l'exploration, la séduction, l'autonomie, ne sont que des chemins menant à ce même sommet, la connexion authentique. Il ne s'agit pas d'appliquer une liste de recettes, mais de cultiver une attitude, une présence, une écoute, une audace. Le plus grand aphrodisiaque que vous puissiez lui offrir, et vous offrir par la même occasion, n'est pas une technique secrète ou une position acrobatique. C'est votre authenticité pleine et entière. C'est le courage d'être vous-même dans votre désir et de l'inviter à être lui-même, sans masque et sans peur. Le voyage vers cette intimité profonde commence maintenant. Soyez curieuse, soyez audacieuse et surtout soyez vous.